Abidjan, le 9 janvier 2015. En France, les deux suspects dans l'affaire Charlie Hebdo ont été tués dans l'assaut à Dammartin en Joël. François Hollande est intervenu en direct à la télévision ce soir après le dénouement de ces prises d'otages. Le président français a annoncé que les moyens seront encore renforcés pour protéger les lieux publics. Une séance de travail a réuni ce vendredi à la primature les membres du gouvernement et une délégation du groupe de la Banque mondiale. En ligne de mire, la levée de tout obstacle au bon fonctionnement de la coopération entre Yamoussoukro et l'institution. Dans l'actualité sanitaire, ce vendredi, l'évolution de l'épidémie de choléra dans certains districts sanitaires du pays. La question a été abordée aujourd'hui par le directeur général de l'Institut national de l'hygiène publique. Le professeur Degnan Oncho, face à la presse, a fait un point sur l'étendue de l'épidémie à ce jour. Et puis en sport football, l'Ivoirien Yaya Touré a été élu hier pour la 4e fois de sa carrière joueur de l'année en Afrique. Le capitaine des éléphants égale ainsi le record détenu par Samuel Eto'o, à la différence que le milieu de Manchester City a remporté ses 4 titres d'affilée, ce qui constitue une première dans l'histoire du football africain. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue dans la grande édition. Tout d'abord ce soir, le dénouement de prise d'otages 48 heures après le drame de Charlie Hebdo. Les deux suspects ont été tués dans l'assaut à Dammartin en Joël. L'otage des frères Kouachi a été libéré indemne. Un membre du GIGN a été blessé dans l'opération, mais ses jours ne sont pas en danger, assure une source policière. François Hollande est intervenu en direct à la télévision ce soir même après le dénouement de ces prises d'otages. Le président français a annoncé que les moyens seront encore renforcés pour protéger les lieux publics. Je vous propose d'écouter le président François Hollande. Mercredi, avec l'attentat contre Charlie Hebdo, qui a fait 12 morts et plusieurs blessés graves. Jeudi, avec le meurtre d'une policière municipale et l'agression d'un employé de Montrouge. Et aujourd'hui, avec 2 prises d'otages, dont l'une à Paris, porte de Vincennes, qui a fait 4 morts. La France, elle a fait face. D'abord, j'exprime toute ma solidarité aux familles, aux victimes, aux blessés. Mais la France, elle a fait face parce que quand elle surmonte une épreuve, c'est une tragédie pour la nation et c'est une obligation pour nous d'y faire face. Les assassins ont été mis hors d'état de nuire grâce à une double intervention. L'une à Dammartin en Goële, dans un entrepôt, l'autre porte de Vincennes dans le magasin cachère. Je veux saluer le courage, la bravoure, l'efficacité des gendarmes, des policiers, de tous ceux qui ont participé à ces opérations. Je veux leur dire que nous sommes fiers d'eux, car quand l'ordre a été donné, ils ont porté l'assaut dans le même mouvement et avec le même résultat. Ils l'ont fait pour sauver des vies humaines, celles des otages. Ils l'ont fait pour neutraliser les terroristes, ceux qui avaient assassiné. Mais la France, même si elle est consciente d'avoir fait face, même si elle sait qu'elle peut disposer avec les forces de sécurité d'hommes et de femmes capables de courage et de bravoure, la France, elle n'en a pas terminé avec les menaces dont elle est la cible. Alors, je veux vous appeler à la vigilance, à l'unité et à la mobilisation. D'autres informations sur l'actualité sécuritaire en France dans le courant de ce journal. Pour l'instant, retour à l'actualité nationale ici en Côte d'Ivoire avec cette séance de travail qui a réuni ce vendredi à la primature les membres du gouvernement et une délégation du groupe de la Banque mondiale. En ligne de mire, la levée de tout obstacle au bon fonctionnement de la coopération entre Yamoussoukro et l'institution et principalement identifier les mesures à observer en vue de renforcer la collaboration Côte d'Ivoire, Banque mondiale. Les précisions de Sidonie Davila. Il aura fallu plus de 2 heures de temps à la partie ivoirienne et au groupe Banque mondiale pour faire l'état des lieux de leur coopération. Ensemble, ils ont levé les points d'ombre de cette collaboration et tracé les sillons d'un nouveau cadre de partenariat. L'objectif étant de renforcer la coopération Côte d'Ivoire-Banque mondiale. La phase de diagnostic systématique
nous a permis d'avoir des échanges de qualité sur les tendances lourdes et structurelles de l'évolution de notre économie et de notre société. Ce faisant, la Banque mondiale peut être assurée d'une meilleure prise en compte des aspirations nationales. La coopération entre le groupe de la Banque mondiale et la Côte d'Ivoire s'en trouvera renforcée grâce à une meilleure appréhension des dimensions stratégiques du développement de notre pays. Les deux parties se sont mutuellement félicitées de la qualité de leur partenariat. Elles affirment toutefois qu'il faut encore plus de détermination de part et d'autre pour relever les défis importants que leur impose l'environnement. Si au cours de l'année 2014, la banque a octroyé près de 200 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire, le portefeuille de l'année 2015 a été revu à la hausse. L'institution internationale envisage ainsi de hisser le partenariat à un niveau jamais atteint. Le foncier rural est au centre des enjeux de développement et de la stabilité. Une gestion transparente et fiable des droits sur la terre est donc un prérequis à la paix sociale et aux investissements. La Banque mondiale a approuvé à la demande du gouvernement de financer des projets filets sociaux à l'échelle de 50 millions de dollars américains et apporte déjà une assistance technique dans le domaine de la protection sociale. La Banque mondiale organisera un séminaire sur la couverture maladie universelle le 19 et le 20 janvier à Abidjan, où nous comptons amener ici en Côte d'Ivoire les sommitiers sur ce sujet-là, mais également inviter des représentants des pays qui l'ont exécuté avec succès. Sont également pris en compte le secteur de l'eau et de l'assainissement, ceux de l'électricité, de la décentralisation et du développement local et bien d'autres. Vu que la Banque mondiale est pour la Côte d'Ivoire un précieux accompagnateur, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a souhaité que ces rencontres se pérennisent, ce qui devrait permettre d'approfondir la coopération entre le pays et cette institution dans les années à venir. En économie, on s'intéresse aussi ce soir au TEC, le tarif extérieur commun de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Le TEC est entré en vigueur comme prévu depuis le 1er janvier 2015. La différence majeure entre le TEC UEMOA et celui de la CEDEAO est l'application d'une 5e catégorie, disposition transitoire de 5 ans, en vue de booster spécifiquement les économies de la CEDEAO. La précision de Noël Niagno. Le tarif extérieur commun de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, est entré en vigueur depuis ce 1er janvier, comme prévu. Les marchandises qui rentrent dans les 15 pays de l'espace CEDEAO sont taxées au même taux de droit de douane. Les marchandises acquittent les mêmes taux de droit de douane. On n'a plus de taux à géométrie variable d'un pays à un autre du tarif de l'espace CEDEAO. La seule innovation, c'est les taux à 35% qui ne portent que sur 130 lignes tarifaires sur un total de 5 899. Donc fondamentalement, le texte de la CEDEAO ne bouleverse pas en fait la structure donc, de la taxation des marchandises importées en Côte d'Ivoire. Raison de cette disposition particulière, protéger les secteurs sensibles des économies de la CEDEAO. Elle est dite 5e catégorie ou bande 5 pour le développement économique. Il faut toutefois noter que cette nouvelle disposition n'impacte pas les produits de grande consommation. Les produits de grande consommation globalement ne sont pas touchés. Je pense notamment au riz qui n'est pas touché. Alors la viande est touchée puisqu'elle passe de 20 à 35% lorsqu'elle est importée des pays tiers. Le wax en principe passe de 20 à 35% lorsqu'il est importé des pays tiers. Il faut dire que la Côte d'Ivoire a déjà notifié à la CEDEAO son intention de maintenir, notamment sur la viande, sur le wax et sur un certain nombre de produits, le taux de droit de douane qui est inscrit, l'ancien taux qui était appliqué, c'est-à-dire le taux de 20%, alors que le TEC, la CEDEAO, porte ces taux-là désormais 35%. L'avènement de ce TEC CEDEAO a nécessité 13 rounds de négociations qui se sont achevées en octobre 2013 par la réunion de Dakar. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Guillaume Soro, a rencontré les couches socio-professionnelles de la région du Gbeke, c'est dans le centre de la Côte d'Ivoire. Guillaume Kibafori Soro a placé cette rencontre sous le signe de la paix et de la réconciliation entre fils et filles de la Côte d'Ivoire. On retrouve Brahima Doumbia depuis RTI Boaké. Moment de retrouvailles en ce début d'année 2015 à Boaké entre le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, et les couches socio-professionnelles de la région de Gbeke. La salle de réunion de la préfecture de région s'est avérée petite pour accueillir la population qui est venue en grand nombre pour écouter Guillaume Soro. Le président de l'Assemblée nationale, qui n'en demandait pas mieux, a traduit son attachement et son amour pour Boaké,
qui représente un pan important de sa vie. À partir de Bouaké, il a formulé des vœux de paix pour la Côte d'Ivoire. Je prends l'engagement de faire en sorte que dès qu'il m'est possible de venir ici à Bouaké et d'échanger avec vous. Je vous souhaite pour cette année 2015 une année de santé à chacun, à chacune. Je vous souhaite le bonheur. Je souhaite pour la Côte d'Ivoire la paix. Nous allons avoir des élections bientôt. Je souhaite des élections apaisées. Je souhaite que la réconciliation se consolide et que, ensemble, les Ivoiriens prennent l'engagement, le vœu de renouer définitivement avec la stabilité qui, pour moi, est gage d'un développement serein et durable. Pour communier avec la population de Bouaké, le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, a offert un concert animé par le groupe congolais Extra Musica qui a tenu en haleine le public. À cette occasion, Guillaume Soro a fait montre de son talent de danseur au rythme de la rumba. Dans l'actualité sanitaire ce vendredi, l'évolution de l'épidémie de choléra dans certains districts sanitaires du pays. La question a été abordée aujourd'hui par le directeur général de l'Institut national de l'hygiène publique, le professeur Deignan Ncho. Face à la presse, a fait un point sur l'étendue de l'épidémie à ce jour. Épidémie qui s'est déclarée, faut-il le rappeler, en octobre dernier et qui continue de sévir. Guillaume Zéré, Grascando. 19 morts sur les 264 cas de choléra enregistrés à ce jour en Côte d'Ivoire. L'information a été donnée par le directeur général de l'Institut national de l'hygiène publique, INHP. Au cours d'un point de presse, le professeur Simplice Ncho Deignan a fait le point de l'évolution de l'épidémie de choléra survenue depuis le mois d'octobre 2014. Une épidémie de choléra s'est déclarée à Abidjan, dans le district sanitaire de Koumassi. L'épidémie s'est ensuite propagée dans le district sanitaire de Yopougon-Est, à Djamé Plateau, à Tekoubé, Yopougon-Ouest, Cocody-Benjevi, Fresco, Grand Laou et maintenant à Divo. L'épidémie connaît à ce jour une évolution favorable dans l'ensemble du pays. En effet, sur les 8 districts sanitaires touchés, 3 continuent d'enregistrer encore quelques cas. Ce sont les districts de Koumassi-Port-Bouévridi, de Grand Laou et de Divo. Le choléra est une maladie infectieuse et très contagieuse. Il se transmet essentiellement par l'eau ou les aliments contaminés, mais aussi par les matières fécales des malades contaminés. Un problème de santé publique que le ministère en charge de la santé et de la lutte contre le sida tente d'éradiquer par des moyens appropriés. Dès la notification des premiers cas, les mesures suivantes ont été mises en place dans les districts sanitaires touchés par le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. Il s'agit premièrement de la prise en charge gratuite de tous les cas. Deuxièmement, le renforcement de la surveillance épidémiologique et l'investigation autour des cas. La désinfection des ménages des malades. La sensibilisation des populations sur les mesures de prévention. Des actions qui pourraient être plus efficaces si les populations s'impliquaient dans la lutte contre cette pathologie. Les résultats d'admissibilité au concours professionnel du cycle moyen supérieur et du cycle supérieur de l'ENA, l'École nationale d'administration au titre de l'année 2014 sont annulés. Ce sont les conclusions de l'enquête réalisée par l'Inspection générale du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. Information donnée ce soir même par l'inspecteur général Traoré Flavien face à la presse. On fait le point avec Issa Yeo et Abou Sanogo. C'est en vue d'éclairer l'opinion publique sur les présumés cas de fraude au concours professionnel du cycle moyen supérieur et du cycle supérieur 2014 de l'École nationale d'administration ENA que le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative a fait diligenter une enquête afin de situer les responsabilités. L'enquête administrative que nous avons menée, c'est que dans les résultats qui ont été publiés, il y a beaucoup de contradictions. Sur les 23 candidats qui ont été déclarés irrégulièrement admissibles par le jury,
se trouve une candidate qui était présente à toutes les épreuves. Au lieu de 23 candidats irrégulièrement déclarés admissibles, nous avons trouvé 27, c'est-à-dire soit 5 candidats qui ont été omis de la liste des 23. Donc, sur les 58 candidats déclarés admissibles, seuls 31 étaient présents à toutes les épreuves. Donc, voilà matière, n'est-ce pas, à pousser, n'est-ce pas, les enquêtes pour savoir exactement ce qui s'est passé. Au terme de l'enquête, le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative a pris des mesures. Pour l'instant, les résultats du concours du cycle moyen supérieur et du cycle supérieur sont suspendus. Dans le souci d'assainir le milieu des concours en Côte d'Ivoire, ce ministère entend aller jusqu'au bout de cette affaire. Il était 11h ce matin quand la rédaction de RTI1 est alertée qu'un braquage se tiendrait dans les locaux d'une banque. À Cocody-Saint-Jean, une équipe dépêchée sur place constate au final qu'il n'en est rien. Comment comprendre qu'une telle information ait alerté et inquiété un si grand nombre de personnes? Le détail des événements dans cet élément de Christelle Menant. C'est aux environs de 10h ce matin de 9 janvier que l'équipe du commissaire du 8e arrondissement de Cocody est informée par radio qu'une attaque est en cours dans les locaux de la Banque Atlantique, située non loin de l'église Saint-Jean, dans la commune de Cocody. Dans les minutes qui suivent, une soixantaine d'éléments du 8e arrondissement, de la brigade de sécurité de Cocody et du CCDO sont postés aux abords de la banque. Le secteur est isolé, le coordonnateur pénètre dans les locaux de la banque. À l'intérieur, les clients et le personnel de la banque sont surpris par ces propos. Nous avons été informés que cette banque est en train d'être braquée. Mais il n'en est rien. Fausse alerte. À l'origine de cet imbroglio, une conversation téléphonique mal interprétée. C'est une dame qui alerte le CCDO après un coup de fil reçu de son amie, appelons-la Claudine, aller faire des opérations à la banque. Claudine lui aurait dit pendant la conversation « Les gens de la banque m'ont pris en otage », avant de raccrocher brutalement. Non, parce que quand je suis arrivée à la banque, j'ai eu un problème. Et puis l'opération traînait. Donc j'ai eu une collègue qui m'a appelé. Et puis comme on ne décroche pas le téléphone, je lui ai dit « Ah, les gens de la banque m'ont pris en otage et puis j'ai coupé ». Je crois qu'elle a appelé le CCDO pour lui dire parce qu'elle n'a pas entendu les gens de la banque. Elle pensait que c'était des voleurs. Dans les minutes qui suivent, l'information est aussi relayée sur les réseaux sociaux pour une affaire qui n'est au final qu'une fumée sans feu. C'était donc une force alerte. Hier jeudi, des équipements de sécurité ont été offerts à la Direction générale des affaires maritimes et portuaires, un don fait par le Conseil national de la sécurité et de la Société ivoirienne de raffinage, la CIR, des équipements d'une valeur de plus de 300 millions de francs CFA, constitués de 13 motos et 3 navettes de surveillance. Abou Sanogo. Ce sont 3 vedettes de surveillance et 13 engins à 2 roues d'un coût global de 330 millions de francs CFA. Un don du Conseil national de sécurité et de la Société ivoirienne de raffinage à la Direction générale des affaires maritimes et portuaires. Ce geste qui s'inscrit dans le processus de mise en œuvre des objectifs de la stratégie de sécurité nationale vise à assurer dans un cadre de coordination et de mutualisation des moyens la sécurité et la sûreté de l'espace maritime ivoirien. Ces équipements viennent à point nommé, car ils permettront aux affaires maritimes de conduire les missions suivantes. Protéger l'environnement marin, la vie humaine à bord et les travailleurs portuaires contre les risques de sécurité, contribuer à prémunir les ports contre les menaces sanitaires, telles que l'épidémie de la fièvre hémorragique à virus Ebola, assurer la mise en œuvre de la réglementation en matière de travail maritime. Cette dotation en équipement dont bénéficient les affaires maritimes et portuaires est la résultante des actions engagées dans le cadre de la réforme du secteur de la sécurité. Le président de la République a déjà dit qu'il était engagé à renforcer les capacités opérationnelles de toutes les structures qui sont en charge de la sécurité et de la sûreté. L'action de l'État en mer est engagée dans cette optique que le renforcement des capacités opérationnelles est fait par de l'équipement. Le ministre des Transports, Gaoussou Touré, a quant à lui insisté sur les objectifs de la stratégie de sécurité nationale adoptée en septembre 2014. Nous avons pour mission d'assurer la sécurité sur nos eaux alors qu'on n'avait aucun moyen. Aujourd'hui, je me réjouis du fait que le Conseil national de sécurité nous équipe entièrement pour que nous puissions assumer
cette mission. Avec cette dotation en équipement, le président de la République Alassane Ouattara entend faire de la coopération des affaires maritimes un levier essentiel dans la définition et la mise en œuvre d'une nouvelle politique maritime à la mesure des atouts de la Côte d'Ivoire. La soirée des Ebonies consacrant le meilleur journaliste de l'année 2014 aura lieu demain à l'hôtel président de Yamoussoukro. À la veille de l'événement, le président exécutif de l'UNJCI, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, invite ses confrères à se mobiliser. Il souligne aussi que toutes les dispositions ont été prises pour faire de cette soirée une réussite. Le compte-rendu d'Herman Yamia. À moins de 24 heures de la soirée des Ebonies qui se tiendra à Yamoussoukro, la capitale politique de la Côte d'Ivoire, le président exécutif de l'UNJCI, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, rassure. Tout est fait prêt pour accueillir tous ceux qui vont effectuer le déplacement. Pour le moment, il y a quelques petits réglages que le comité d'organisation est en train de faire. Vous savez que ce n'est pas facile de déplacer un tel monde, loger tout le monde, nourrir tous ces invités. Selon Moussa Traoré, le jury a rendu public la liste définitive des nominés. Il y a un mois, le jury avait présélectionné une vingtaine de journalistes. Et hier, le jury a communiqué la liste des 8 nominés. Nous savons que le grand vainqueur sortira de ce lot. L'année dernière, il n'y a pas eu de grand vainqueur. Je pense que nos aînés nous ont lancé un défi et je reste convaincu que ce défi sera relevé. Le président de l'UNJCI précise aussi qu'outre la soirée des Ebonies qui récompense les meilleurs journalistes, plusieurs activités sont également prévues. Le samedi, après le gala, le lendemain matin, les journalistes vont déposer une gerbe de fleurs sur la tombe de Fauboigny. Ensuite, le lendemain, le même dimanche midi, nous allons à Kourkoubo. C'est un village qui est situé à 10 km de Yamoussoukro. Nous allons là-bas pour un barbecue géant. Pour cette soirée des Ebonies, plus de 500 personnes sont attendues à Yamoussoukro. La marraine de la cérémonie, Ariel Konab Bédié, aura à ses côtés le ministre de la Communication, Foussiata Bamba Lamine, et plusieurs autres personnalités du monde des médias en Côte d'Ivoire. En sport football, l'Ivoirien Yaya Touré a été élu hier pour la 4e fois de sa carrière, joueur de l'année en Afrique. Le capitaine des éléphants égale ainsi le record détenu par Samuel Eto'o, à la différence que le milieu de Manchester City a remporté ses 4 titres d'affilée, ce qui constitue une première dans l'histoire du football africain. Le champion d'Angleterre devance l'attaquant gabonais de Dortmund, Pierre-Emerick Aubameyang, et le gardien nigérian de Lille, Vincent Enyama. Le récit d'Odalegbe. La cérémonie des awards de la CAF a encore désigné Yaya Touré comme joueur de l'année. Premier Africain à être désigné 4 fois d'affilée Ballon d'Or, l'Ivoirien de 31 ans fait une fois de plus honneur à l'Afrique en général et à la Côte d'Ivoire en particulier. 56 sélectionneurs et directeurs techniques nationaux du continent africain sont à l'origine de ce choix. Les performances de Yaya Touré à Manchester City l'ont propulsé sur la plus haute marche du podium devant le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang et le gardien de but nigérian Vincent Enyama. Il égale le record du Camerounais Samuel Eto'o qu'il a aussi gagné à 4 reprises, mais pas consécutivement. Notons que la cérémonie des awards de la CAF a désigné 4 joueurs ivoiriens dans l'équipe type de l'année. Ce sont outre Yaya Touré, Serge Aurier, Gervinho et Wilfried Bony. On en vient au chapitre politique de ce journal. Consensus pour gouverner ensemble pour la paix, la justice, la réconciliation et le développement durable. C'est le thème du prochain congrès extraordinaire du PDCI-RDA. Dans le cadre des préparatifs de la rencontre, le comité d'organisation a tenu une réunion hier au siège du parti à Cocody. Au sortir de cette réunion, le porte-parole a fait une déclaration et s'est prêté aux questions des journalistes. On fait le point avec Placide Niaou et Alexis Ouedraogo. Tout est fin prêt pour le prochain congrès extraordinaire du PDCI-RDA, le 5e du genre. Thème, la durée, les dispositions pratiques, tout a été passé au peigne fin. Ces informations ont porté d'une part sur le comité d'organisation et d'autre part sur le thème et la durée du congrès. Du comité d'organisation. S'agissant du comité d'organisation, le président du parti a mis en place une coordination présidée par le secrétaire exécutif du parti et qui comprend tous les vice-présidents, tous les membres du secrétariat exécutif, des délégués départementaux, communaux et généraux,
ainsi que des élus choisis par grandes zones. Au total, la coordination du comité d'organisation est composée de 67 membres. Ce congrès extraordinaire se veut un congrès de consensus autour de l'appel de Daoukro. C'est pour cela que nous allons à ce congrès pour mettre en place une autre résolution. Et cette résolution va tenir compte de l'appel de Daoukro, qui veut que ce soit le président Alassane Ouattara, le candidat unique du RHDP. Prévu pour les 21 février pour le pré-congrès et le 28 février 2015 pour le congrès, ce rassemblement entend jeter les bases d'une Côte d'Ivoire émergente en 2020. Les femmes du RDR, le Rassemblement des Républicains, entendent traduire en actions concrètes les résolutions de leur congrès organisé en octobre dernier. Hier, s'est ouvert au siège du parti un atelier portant sur un plan quinquennal d'action stratégique de femmes républicaines. Le compte-rendu de Gabriel Zani. Si les femmes républicaines doivent relever un défi majeur en 2015, c'est bien celui de la participation et du taux de victoire d'Alassane Ouattara aux échéances électorales. Car une chose est certaine pour Amadou Soumaoro, Alassane Ouattara sera le vainqueur des élections d'octobre prochain avec un taux largement au-dessus des 50%. Le secrétaire général par intérim du Rassemblement des Républicains a soutenu ses convictions à l'ouverture de l'atelier consacré au plan d'action stratégique quinquennal des femmes républicaines. C'était le jeudi 8 janvier au siège du parti à Cocody. Cet atelier doit nous donner des orientations sur les voies et moyens de mobilisation de la femme dans la construction de la nation émergente pour la réélection du président Alassane Ouattara. La bataille pour la réélection d'Alassane Ouattara doit commencer maintenant et être menée sans faiblesse. C'est pourquoi cet atelier se tient à l'orée de 2015 et sonne pour ainsi dire la remobilisation des femmes du RDR. Ces enjeux sont de deux ordres. La remobilisation des femmes dans ce premier temps pour assurer la réélection de notre président, son Excellence Alassane Ouattara, au premier tour du scrutin présidentiel de 2015 avec une majorité écrasante. Et dans un deuxième temps, les femmes ivoiriennes, nous devons les conduire, et singulièrement les femmes républicaines, à contribuer à l'émergence. Reparti en commission pour réfléchir sur des thèmes clés comme le rôle de la femme dans la réconciliation, la mobilisation, la politique générale du parti, les femmes républicaines doivent traduire en actions concrètes, en activités réalisables, les résolutions de leur congrès tenus les 25 et 26 octobre 2014. Retour à l'actualité sécuritaire en France. L'assaut a également été donné, porte de Vincennes, où une prise d'otage avait démarré ce vendredi midi. Le suspect, Amédi Koulibaly, a été tué. Certains otages ont pu quitter les lieux sains et saufs, mais au moins 4 otages auraient été abattus. Un lieu aurait été trouvé entre cette autre prise d'otage et l'affaire Charlie Hebdo, une affaire qui a mobilisé toutes les composantes des forces de sécurité françaises. Une journée qui aura été longue, elle nous est relatée par Alexis Ouedraogo. 10 heures ce vendredi, des coups de feu sont échangés entre les forces de l'ordre et 2 suspects qui pourraient être les frères Kouachi, soupçonnés de l'attentat contre Charlie Hebdo. Au même moment, une prise d'otage est en cours dans une entreprise de Damartin en Gaule, au nord-est de Paris. La prise d'otage a lieu dans une entreprise de la commune, une imprimerie. Une personne est retenue en otage dans cette entreprise où sont retranchés les frères Kouachi. 11 heures, le président français François Hollande va se rendre au ministère de l'Intérieur pour faire le point sur les opérations en cours avec les forces de la police et de la gendarmerie impliquées. 12h30, une connexion entre les frères Kouachi et le suspect de Montrouge qui a tiré jeudi matin sur 2 policiers municipaux dont l'un d'entre eux est établi par les enquêteurs en charge de l'affaire. 13h40, la traque des auteurs présumés de l'attentat sanglant contre Charlie Hebdo prend un tour dramatique. Des négociateurs entrent en scène pour tenter d'établir le contact.
15h15, le CSA appelle les médias audiovisuels au plus grand discernement dans la couverture de la prise d'otages. Il ne faut pas donner aux suspects les informations qui pourraient compromettre les avancées sur le terrain. 16h55, l'assaut est donné. Les 2 suspects sortent en tirant à la Kalachnikov sur les forces de l'ordre, entraînant leur neutralisation. Un membre du JNG a été blessé dans l'opération, mais ses jours ne sont pas en danger. 17h20, le constat est net. Les 2 suspects de l'attentat contre Charlie Hebdo sont morts dans l'assaut à Damartin. Et c'est ici que prend fin cette demi-heure d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer un excellent week-end sur la chaîne qui rassemble. Bonsoir.